Et comme promis, on vous emmène à présent dans les coulisses du pouvoir et de l'Élysée, là où des personnalités quasi inconnues du grand public collaborent avec les présidents de la République, mais aussi avec les grandes figures politiques. Et parmi ces hommes et ces femmes de l'ombre, il y a ce que l'on appelle les plumes. Elles sont là pour écrire les discours politiques qui feront date, avec un objectif, trouver le mot juste et la formulation marquante. C'est le thème de notre grand angle. Et pour en parler avec nous, Mickaël Moreau, vous êtes journaliste et vous venez de sortir cet ouvrage, Les plumes du pouvoir chez Plon, consacré à ces discours qui ont fait l'histoire et à leurs auteurs. Merci d'être avec nous. Et puis Benjamin Diane, fondateur de l'agence Ma Parole. C'est une agence de plumes. Exactement. Vous-même, vous avez été la plume d'un ancien Premier ministre français, Manuel Valls. On va pouvoir en discuter ensemble dans un instant. Alors Benjamin Diane, une question toute simple au début. Comment on devient plume déjà pour un homme politique, notamment au plus haut sommet de l'État comme ça? Il n'y a pas de parcours normé, chacun a son aventure personnelle, mais c'est généralement par réseau, parce que vous commencez à être une petite plume, puis vous grandissez, et puis petit à petit les rencontres font que vous arrivez à écrire pour des hautes personnalités. Mais il faut déjà avoir un petit pied dans la politique ou pas? Il faut avoir plutôt un petit pied dans la politique, parce que il y a forcément une proximité très proche entre la personne pour qui vous écrivez et la plume. Donc il faut que se crée ce lien de confiance. Donc ça prend du temps et c'est généralement au travers des réseaux politiques. Ouais. Mais je crois savoir que vous, à titre personnel, vous n'étiez pas 100% dans la politique avant J'étais pas 100% dans la politique. J'ai eu un parcours en entreprise avant et puis au fil du temps et des rencontres, j'ai réussi à devenir plume. Oui. Mickaël Moreau, est-ce que les plumes ont toujours existé ou c'est un phénomène relativement nouveau et aussi, est-ce que c'est un phénomène typiquement français? Alors non, c'est pas typiquement français. Il y en a même, c'est beaucoup plus assumé par exemple aux États-Unis. C'est pas nouveau finalement. C'est de plus en plus assumé en fait aujourd'hui. Avant on les cachait en fait. C'est avant ça on les cachait. Depuis en gros Henri Guénaud qui pendant les discours de Nicolas Sarkozy, on le voyait au premier rang avec ses lèvres bouger, prononcer le discours en même temps que son patron. Parfois même avant. Parfois même avant. C'est beaucoup plus assumé. C'était pas le cas avant. Mais même De Gaulle finalement qui écrivait beaucoup lui-même. Il avait des premières trames, il était aidé par ses conseillers, notamment sur des sujets très techniques. Alors on va écouter un extrait du discours de politique générale de Jean Castex, le Premier ministre français qui a été nommé début juillet, et on en parle juste après. Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique, France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces Frances-là sont notre pays, autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers. Et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Frances si différentes, les souder ou les ressouder. La même question à tous les deux. Il a réussi cet exercice. Et est-ce qu'il avait une plume, Jean Castex, à ce moment-là? Il y a eu une très grosse difficulté pour ce discours-là, parce que Jean Castex n'était pas un homme politique finalement du sérail, avec cette fidélité dont vous parliez, une plume qui lui était fidèle et avec qui il avait l'habitude de travailler. Et il n'y avait pas encore de plume à cette époque-là. La plume n'avait pas été recrutée, elle n'a été recrutée finalement officiellement que cette semaine, un écrivain qui s'appelle Nicolas Hédier. Et donc ça a été finalement un discours fait avec pas mal de bricolage, des briques qui venaient d'ici ou là, de personnes à l'intérieur de Matignon, de personnes à l'extérieur de Matignon. Jean Castex a aussi beaucoup écrit lui-même puisqu'il sait écrire. Mais c'est un discours du coup avec une grosse difficulté qui était celle-là, qui était celle d'un homme politique qui parle pour la première fois sans avoir de plume. Benjamin Diane, l'exercice est réussi pour une première? L'exercice n'est pas mauvais. Il y a eu des très bons passages, notamment le début. Moi, j'ai trouvé que son discours au début était très bon parce qu'il développait une thématique qui est peu développée sur les discours de politique générale, notamment sur la gestion de l'État. C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé le discours un peu long, avec quelques répétitions. Je pense qu'il aurait mérité de couper un peu, mais c'est exactement ce que vous disiez. C'est vrai, quand on n'a pas de plume, un gros travail de la plume, au-delà effectivement d'aider le Premier ministre à formuler sa pensée, parce que la plume n'écrit pas tout. Il y a une grande légende autour des plumes, on pense que la plume écrit tout, mais c'est aussi beaucoup aider
avec ses conseillers, l'entourage, a formulé sa pensée. Et effectivement, je pense que Jean Castex a dû être inondé d'éléments. Ouais. En tant qu'ancienne plume, vous auriez dit quoi? Faut faire plus court? Ah, j'aurais dit, ouais, couper, plus court. Manuel Valls faisait plus court, d'ailleurs. Plus court, ouais. Ah bah. Et il manquait... Mais c'était son obsession, parce que Manuel Valls avait déjà vu l'exercice comme collaborateur de Premier ministre, et il savait que la longueur était déterminante. Et puis, chez Jean Castex, il a manqué, à mon sens, dans ce discours-là, une touche personnelle. Une touche personnelle. Ouais, Eh ben justement, on va écouter Manuel Valls lors de la conclusion d'un discours de politique générale. Et je crois que vous n'êtes pas totalement étranger à ce discours. Diane, écoutez. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous devons rester. Ne rétrécissons pas la France. Ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Alors c'est très théâtral, hein. Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce discours. Vous étiez avec lui sur celui-là? Alors oui, dès le début de Matignon. Alors, bon, il y a plusieurs, autour d'un discours, il y a plusieurs personnes qui y travaillent. Il y avait effectivement Manuel Valls, qui est le premier rédacteur de sa pensée. Il y avait Harold Ozzi, également son proche conseiller en communication, et moi-même, où nous avons effectivement travaillé énormément sur la formulation des idées. C'est très dur, un discours de politique générale. J'ai l'habitude de dire que c'est l'Everest à la fois pour l'homme politique et pour la plume qui l'accompagne, parce que en très peu de jours, vous devez écrire un document qui est exhaustif. Vous devez parler de tout avec des formules, être compréhensible, et puis c'est un vrai petit théâtre, l'Assemblée nationale. On l'a vu là, il est très théâtral. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand vous rentrez, c'est une petite salle qui fait beaucoup de bruit, et puis vous avez des gens qui vous disent pas toujours des choses très sympas. Ouais. Donc il faut... D'ailleurs, Manuel Valls a répété ce discours derrière pupitre énormément à Matignon. Il n'y a pas de secret, c'est effectivement un exercice qui se répète, mais c'est normal. Vous l'avez coaché. Oui, c'est normal, parce que c'est une prise de parole qui n'est pas facile, physiquement, c'est-à-dire qu'il faut tenir la salle. Et puis, effectivement, ce texte, il faut vraiment le connaître très profondément, parce que c'est la politique que vous allez porter pendant les années qui viennent. Donc, vous devez être pénétré par ce que vous allez dire devant la représentation nationale, mais aussi devant les Français. Mais ce genre de discours qui dure longtemps, est-ce que c'est encore aussi important aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux où tout va vite, où on récupère une petite phrase, etc. C'est encore nécessaire, ce genre de long discours? Alors, les discours ont évolué. Vous remarquez qu'effectivement, maintenant, on est plus dans des développements techniques. On essaie toujours de finir par une petite formule, parce que, effectivement, le format des traitements de l'information a changé. On retient effectivement la formule plus que la politique publique détaillée. Donc, c'est aussi au personnel politique de s'adapter. Mais quand on voit le dernier discours de politique générale de Jean Castex, c'était un exercice qui était très attendu. D'ailleurs, dans une ambiance un peu particulière, parce que c'est vraiment l'exercice, c'est un peu marche ou crève. Hein. Si on réussit, on réussit. Si on loupe, on est vraiment attendu au tournant. C'est François Hollande, d'ailleurs, qui lui aimait beaucoup faire des discours, qui se demande quand même dans le livre si, par exemple, on retient à l'heure des réseaux sociaux, si on retiendra plus à la fin les discours d'Obama ou les tweets de Donald Trump. Il y a tout cet environnement qui change et qui change aujourd'hui. Et justement, concernant François Hollande, un jour, il a sorti une petite phrase lors d'un discours qui était relativement improvisé. Vous en parlez, hein, Mickaël, dans ce livre. C'était au Mali, à Bamako, lorsqu'il parlait du terrorisme dans le pays et du soutien de la France au Mali. Écoutez, puis on en discute après. La France restera avec vous le temps qu'il faudra, c'est-à-dire le temps que les Africains eux-mêmes prendront à travers la MISPA pour nous suppléer, pour nous remplacer. Mais jusque-là, nous serons à vos côtés, jusqu'au bout, jusqu'au Nord Mali. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Vive l'amitié entre le Mali et la France. Merci.
Cette fin de discours, c'est ça qu'on retient finalement, Mickaël Moreau, c'est ce que vous expliquez. Cette phrase, elle n'était pas prévue dans le discours. Elle est totalement improvisée. Il le raconte lui-même dans le livre en disant que vraiment c'est face à la foule qu'il a eu l'envie de dire cette petite phrase. Finalement, François Hollande d'ailleurs improvisait beaucoup. François Hollande s'intéressait énormément à ses discours. Il avait des plumes et il les épuisait à force de devoir réécrire, à force de refaire et à force finalement d'improviser. Mais il avait aussi le sens de la formule. C'est-à-dire finalement, souvent dans les discours de François Hollande, les formules qu'on retient, ce sont ses formules à lui. Mais finalement, dans l'un de ses autres discours les plus célèbres, qui est le discours où il dit « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », il y a eu beaucoup de discours sur ce discours du Bourget en janvier 2012. Et cette phrase-là, elle est de lui, elle est de sa main. Il avait cette facilité-là. Alors vous dites également dans votre livre que Jacques Chirac faisait des longues séances de relecture avec ses plumes le dimanche à l'Élysée, tout simplement parce qu'il s'ennuyait. Donc il était entouré de ses plumes et rediscutait des discours. Voilà, exactement. C'est sa façon à lui finalement de s'approprier les discours qu'il n'écrivait pas en fait. C'était tout au début de son premier quinquennat, c'était Christine Albanel. Et donc le dimanche après-midi, il s'ennuyait, il convoquait tous ses conseillers qui n'en pouvaient plus au salon vert de l'Élysée, qui est le salon qui jouxtait son bureau. Ça durait des plombs. Il relisait à voix haute, en général dans une ambiance très décontractée. Il était en sweatshirt, il distribuait lui-même les photocopies du discours autour de la table. Et chacun autour du discours, autour de la table, pinaillait sur le point-virgule, sur la virgule, sur le mot à changer. Sur des détails, quoi. Sur des détails, ce qui était très difficile à vivre pour la plume qui avait écrit le discours. Par exemple, Christine Albanel, au tout début de son premier mandat, avec un Dominique de Villepin qui était en général très inspiré, donc ça provoquait des très grandes tensions autour de la table. C'est une méthode qui a pas, c'est assez inédite. Seul Jacques Chirac avait cette méthode-là. Benjamin Adjian, quand on est une plume comme ça, on est vraiment dans les coulisses, on voit tout ce qui se passe dans l'envers du décor. On voit tout, oui, on voit tout. On voit la fabrication du discours, de la prise de parole, on voit les coups de moins bien, les difficultés aussi. Et puis, moi, j'étais dans l'entourage de Manuel Valls aussi au moment de moments très difficiles, notamment les attaques terroristes, où effectivement, vous sentez qu'il faut tenir un pays, et puis vous sentez la force de l'homme politique que vous accompagnez, oui. Et lorsque ça s'arrête, on le vit comment? Parce qu'on est quand même dans le pouvoir, donc lorsqu'on arrête ça, l'adrénaline redescend? L'adrénaline redescend, il y a une forme de soulagement quand même, parce que... C'est dur d'être une plume? C'est épuisant, parce que vous êtes... en particulier à Matignon, où tous les sujets vous arrivent. Donc c'est un exercice intellectuel compliqué parce que vous devez changer de thématique en permanence. Et puis un Premier ministre, c'est quelqu'un qui parle beaucoup plus qu'un président de la République. Un Premier ministre fait beaucoup de déplacements, il traite toutes les thématiques. Donc il a 2 à 3 discours par jour. Ce qu'on voit pas, parce qu'il y a également des discours, des remises de décoration, beaucoup de discours en plus petit comité. Donc oui, c'est une tâche épuisante. Mickaël Moreau, une dernière question. Est-ce que quand on est une plume, on est obligé d'être dans les éléments de langage, dans les petites phrases? Comment ça se passe au niveau du texte? Oui, il faut trouver la formule en fait qui va marquer, avec la difficulté de devoir être aussi en phase avec la personne pour qui on écrit, avec chaque président de la République. Par exemple, si on reste sur les présidents, ont eu des méthodes différentes pour travailler. C'est plus difficile, c'était encore plus difficile par exemple pour un François Hollande qui recorrigeait tout, on le disait. Il y en avait qui écrivaient, qui participaient moins à la rédaction, donc leur plume avait un peu plus de marge de manœuvre, comme c'est le cas par exemple de Nicolas Sarkozy avec Henri Guénaud. Mais oui, le sens de la formule, c'est ce qui marque finalement la fin dans un discours. Bon, on pourra en parler des heures. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau. Benjamin Adjian et Mickaël Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Les plumes du pouvoir. Et c'est chez Plomb. Merci à tous les deux. Je vous invite